ici, dans cet espace poétique, Léo Ferré, compagnon poète qui, depuis si longtemps, nous a appris à donner l'alarme, disait-il, même avec des cris d'oiseaux. Je veux saluer avant toute chose Roland Gaury, qui pilote ici les universités populaires. Donc c'est une information pour ceux qui ne le savent pas. Dans le cadre des activités de ce théâtre, régulièrement, et vous pouvez voir sur le programme que vous pouvez piquer n'importe où dans cette maison, les titres et les hommes qui viennent défendre ces universités populaires. Merci Roland de donner cette impulsion formidable à ces universités. Ça me semble fondamental. Et je veux aussi te remercier, toi et tes camarades, qui ont initié cet appel des appels que j'ai reçu en pleine gueule au moment où ça s'est fait, mais très éloigné. J'ai cru que c'était réservé un peu à un milieu plutôt médical, paramédical, bon, mal informé. Et je me suis dit, ce serait formidable, et j'en vois qui arrive d'ailleurs, que les saltimbanques s'associent pleinement à cette aventure, qu'ils se rapprochent, qu'ils prennent ce manifeste comme je l'ai pris. C'est une parole juste, c'est une parole vraie, et je pense qu'on peut s'y accrocher et s'en servir comme une arme forte. Donc je voudrais, et je vais le faire moi ici, à partir de ce deuxième acte de l'appel des appels que vous avez inventé, et je vous en remercie au nom de tous ceux qui se battent pour mettre l'humain en avant. Je ferai tout, moi, ici, à partir de ce deuxième acte, pour que tous les saltimbanques puissent lire ce texte qui nous regarde, et qu'il s'associe pleinement à nos fraternelles rencontres et à toutes les actions que vous pouvez initier ou pulser. Je veux aussi te remercier, Roland, puisque tu me proposes d'ouvrir ce que je fais absolument joyeusement comme d'habitude quand je reçois des amis que l'on partage, mais aussi parce que tu m'as dit, puisque ton théâtre est en bagarre, prends la parole un moment pour expliquer de quoi il s'agit. Et je crois que ça se raccorde naturellement avec votre combat. Donc je suis dedans et je n'ai pas l'impression de profiter d'une situation mais simplement vous tenir au courant de ce qui va se passer dans cette maison, soutenue par des centaines d'artistes. Je vais entamer le vendredi 13 novembre, après un concert auquel septembre. J'ai posé des questions. Alors, vendredi 13 septembre à 20h30 ici, un concert intitulé Poète vos papiers. Il faut savoir que symboliquement, cet espace que j'ai fondé il y a 50 ans, et auquel j'ai donné le titre d'un poète, Axel Torsky, que peut-être vous ne connaissez pas, et que vous pouvez draguer, essayer d'en savoir davantage. C'est un poète d'origine russe, mais né à Marseille, qui a refusé de suivre ses camarades surréalistes et qui est resté pour faire son travail à Marseille. Et quand je suis arrivé après 68 de Paris,
pour venir dans ce quartier le plus blessé d'Europe, pour poser une aventure de développement culturel populaire. J'ai mis le nom de ce poète, énervé par la gloire folklorique qui était véhiculée par les clichés pagnolesques de l'époque. J'ai dit, tiens, voilà un poète résistant que je n'ai pas connu personnellement, mais qui est devenu un ami à titre posthume, et qui a décidé de rester au bord de la Méditerranée où il était né pour faire son travail de poète et d'artiste. Et donc ça correspondait complètement à la mission que je m'étais donnée après 68, et je baptisais ce théâtre Tourski. C'est pour cette raison que depuis si longtemps, maintenant aussi que la rue s'appelle Promenade Léo Ferré, depuis si longtemps, on a pris l'habitude d'y croiser des poètes. Vous pouvez, sur les murs de cette promenade, lire les poètes qui m'ont éclairé et souvent donné la direction de l'essentiel, et toujours conduit par cette boussole. J'ai voulu que l'on en sache davantage sur ces artistes formidables qui ouvrent des portes de secours. Et depuis 50 ans, cet espace a été repéré comme un lieu de résistance poétique. Et j'en suis très heureux. Et c'est vraiment de la résistance. Et puis, n'étant pas dans l'entre-soi, des difficultés, bien sûr, liées à cette profession et justement à ce marchanding ont fait que plusieurs combats ont dû se passer ici et toujours gagner avec le public, avec les frangins, avec les amis qui savaient qu'il fallait tenir fort pour garder cet espace vivant. Donc on a poursuivi ce travail et nous arrivons dans un troisième acte aussi de ces bagarres où au moment où on va fêter le 50e anniversaire de la création de ce lieu, la ville décide de couper des moyens qui sont nécessaires pour qu'on puisse continuer à tenir la programmation de ce théâtre dans son ampleur, car je suis heureux, moi, d'avoir, à partir d'une rêverie comme vous l'avez pu l'avoir pour l'appel des appels, réussi à faire qu'un maximum d'artistes puissent venir travailler dans ce lieu. Et donc, en coupant des aides, je serai obligé de réduire la voilure et de ne plus recevoir autant de créateurs ou autant d'artistes, et le public sera aussi pénalisé parce qu'il n'aura pas la palette qu'il a le droit d'avoir pour penser, réfléchir, s'émouvoir, respirer cette humanité qui nous est si chère. Alors, j'ai effectivement décidé de faire cette grève de la faim qui se passera sous les fenêtres de la mairie, c'est-à-dire sur un bateau auquel on ne pourra pas me déloger, qui est juste placé en bas de la mairie. Et 5 de mes compagnons suivront, viendront me suivre dans cette bagarre. Et nous donnerons aussi, avec les cris d'oiseaux, cette alarme qui, j'espère, va pouvoir remettre la raison à sa place. Nous verrons bien. En tout cas, joyeusement, je suis absolument déterminé à aller au bout de ce travail et je voudrais, parce que bon, moi, après 50 ans, il ne me reste plus qu'à donner l'exemple. C'est un peu ce que je voudrais faire, et que cette bagarre pour les artistes qui, malheureusement, depuis si longtemps
dans ce système sont obligés de passer par les labyrinthes que vous connaissez pour survivre. Et tellement d'artistes n'arrivent pas ni à s'exprimer, ni à... C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cet espace Léo Ferré a été créé, puisque pour ceux qui ne connaissent pas le théâtre Toursky, il faudra que je vous ouvre la salle pour que vous la connaissiez. Mais cette salle a été fabriquée en 2013 et elle est destinée à recevoir les jeunes créateurs sur des séries, sur des résidences. Et on m'avait donné publiquement l'assurance, je dis publiquement parce qu'au moment des élections, le maire de Marseille est venu avec son staff ici. Là, nous étions sur une table des frangins de la natte. Et il m'a assuré, et c'est télévisé, que, après m'avoir remercié pour tout ce qui avait été fait pour Marseille à partir de ça, assuré que le fonctionnement de ce lieu qui a été construit par la ville serait assumé par la ville. Et donc je l'ai cru, et ça nous a mis en danger parce qu'en attendant que les moyens arrivent pour faire fonctionner ce théâtre et que nous avions programmé sur la parole du maire, nous avons pris sur le fonctionnement du Toursky pour assurer celui-là. Et comme au bout de 2 ans rien n'est venu, j'ai essayé d'en savoir davantage et me suis rendu compte qu'il n'y aurait aucun fonctionnement. Et donc, j'ai été interviewé à un moment donné sur une télévision régionale et l'animatrice, quand je lui ai dit, mais voilà, il y a eu une parole politique qui a été donnée publiquement, elle m'a dit, mais vous avez un papier? Et là, je suis resté complètement sidéré. Et j'ai dit, c'est vraiment ça, quoi. On ne peut plus croire à la parole politique. Mais c'est désespérant parce que c'est la porte ouverte à toutes les catastrophes. Et donc, effectivement, ça aurait... Il m'a dit, mais enfin, Richard, depuis si longtemps, tu sais bien que ça n'engage que ceux qui les croient, quoi. Et ça me choque terriblement. Et je me suis dit, mais on ne peut pas laisser passer ça. Moi, effectivement, l'argent que l'on supprime à ce théâtre, ça représente simplement 1 mois de travail pour tout le personnel, pour tout le personnel de ce théâtre. 1 mois de... Je pourrais dire, eh ben, on met 1 mois tout le monde en chômage technique, puis on réduit. Mais je trouve ça lamentable. Et je trouve qu'il faut absolument... À un moment donné, j'ai un exemple, je ne sais pas si ça peut correspondre, mais je sais qu'à un moment donné, quand on rentrait dans... je rentrais dans un taxi et qu'on commençait à me dire des choses qui ne me plaisaient pas dans le taxi, j'attendais que la course se finisse. Un jour, j'étais très choqué, je me dis, non, vous m'arrêtez là, maintenant ça suffit, quoi. Voilà. Et vous tapez la course que vous avez faite, mais je ne vous paye pas, je vous dis, ça ne m'intéresse pas, j'arrête. Voilà. Et donc, si à un moment donné, on ne réagit pas tout de suite pour dire que non, on ne peut pas accepter certaines choses, et c'est là, cette fois-ci, cette parole qui n'a pas été tenue, la mise en danger de cet espace pour les jeunes créateurs et l'impossibilité de développer la mission de ce théâtre en étant coupé des 85 000 € qu'ils m'ont enlevé en plein exercice, tout en essayant ensuite, de façon vraiment perverse, de faire sauter le parking qui permettait aux spectateurs de venir voir le spectacle. Donc j'ai compris que c'était une mort annoncée, d'autant que les procès sur l'âge arrivaient, mais comment ce mec il n'est pas encore à la retraite, un truc comme ça, c'est complètement odieux, alors qu'en droit c'est aussi un crime, l'agisme. C'est comme le racisme.
Moi, je suis en pleine santé, et mais c'est absolument ahurissant. Et si je veux me casser, je me casse. Et si je veux que ce théâtre se poursuive après moi avec des gens qui ont la même ambition que moi sur le développement culturel populaire, je suis assez grand pour ne pas demander quoi que ce soit à personne et de me rendre compte de qui sera capable de poursuivre l'exercice. C'est absolument ahurissant. Et à un moment donné, toutes ces choses-là, et tous ces technocrates, excusez-moi, que j'ai rencontrés pendant 50 ans, qui ont l'impression de faire vivre les artistes en leur filant quelques aumônes pour survivre, alors que pour faire ça, eux, tous les mois sont payés. Je dis que maintenant, il faudrait aussi, et c'est pour ça que je voudrais que les saltimbanques se rapprochent de votre pensée, c'est qu'ils comprennent qu'il faut tourner un curseur, et que ces gens comprennent que c'est les artistes qui les font vivre, et pas les technocrates qui font vivre les artistes. Ça va, quoi, ça va. Mais on peut faire tout ça en toute fraternité, être très bien avec tout le monde, comprendre qu'on peut avancer intelligemment, prendre des sentiers poétiques qui permettront à tous de se rassembler et de rêver ensemble. Et pour rêver ensemble, il faut commencer à dire qu'on ne veut pas de ce système. Marchanding, de système. Je l'ai vu venir, je vais vous raconter une anecdote, si j'ai encore le temps de le faire, c'est une anecdote qui, à l'époque, m'avait mis la puce à l'oreille. Je suis né à Nice, c'est la raison pour laquelle je suis très attaché à la Méditerranée. Et quand il a fallu que je fasse ce métier, on m'a dit « mais tu ne peux pas faire ce métier ailleurs qu'à Paris ». Bon. Je suis allé à Paris, j'ai écouté mes aînés, effectivement, le marché du travail était là-bas, j'y suis allé. Mais j'y suis allé, j'avais pas 18 ans, la majorité était à 21 ans à l'époque, et mon père n'était pas d'accord avec ma fuite, et il pensait que 3 semaines après je serais rentré, donc j'avais pas un sou. J'avais réussi à trouver les moyens de mon voyage en faisant un raseteur. Le raseteur, c'est un type qui passe par-dessus les vaches pour prendre des cocardes. Et avec une cocarde, on a une petite prime. Et donc, avec la prime de raseteur, j'ai réussi à aller à Paris, où il n'y avait ni amis, ni argent, en plein hiver, c'est pas facile. Mais un de mes copains niçois était allé à l'école à Sup de Commerce. À Sup de Commerce, et donc j'allais le voir pour manger au resto U. Et en même temps, j'en profitais parce que dans l'amphithéâtre, il y avait des conférenciers, et c'est d'un de ces conférenciers que je veux vous parler, qui était un ministre de Gaulle, Schuman, pas celui de l'Europe, mais... Et je me suis assis dans cet amphithéâtre avec tous ces gamins qui buvaient littéralement la parole de ce ministre, qui a conclu son discours en disant « Écoutez, de toute façon, avant de faire quoi que ce soit, demandez-vous si ça vaut le coup COUT. » Et là, tout d'un coup, je me suis dit « mais... » Et les gamins étaient là, et je pense que ça fait titre, ces gamins. Peut-être qu'ils ont... C'est peut-être pour ça qu'on est dans cette situation, quoi. C'est un ministre qui vient te dire des conneries pareilles. Et moi, toute ma vie, je me suis employé à essayer de trouver des trucs qui valaient le coup COUP. Et j'ai vu monter et venir petit à petit, arriver des gens comme ça, qui venaient parler de compétition, de commerce, et ces commerces, on mettait en place des commerces, en fait, c'est des façons d'essayer de prendre dans la poche des autres quelque chose. Pas le vrai commerce. Le commerce, c'est fraternel. Le vrai commerce. Le commerce, c'est je t'aime, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tiens, tu me donnes ça, je te donne ça, combien ça coûte? Le vrai prix. Voilà. Et là, tout d'un coup, c'est l'école de l'arnaque. Et on est parti comme ça, j'avais arrivé tapis dans un coin, et puis petit à petit, ça devenait normal. Ça devenait normal.
Et comme vous, j'ai toujours pensé que c'était absurde et qu'il fallait qu'on rêve autrement. Et j'ai toujours refusé de faire les choses simplement parce qu'elles valaient le coup COIT. Et j'engage vraiment tous les artistes qui veulent continuer à faire ce métier, à se battre réellement comme des guerriers de la raison, comme des frangins pour expliquer qu'il ne faut pas se battre, mais qu'il faut partager et qu'il faut essayer de trouver et de faire ensemble un monde nouveau. C'est possible. Et ce n'est pas pour dans 10 000 ans. Une dernière anecdote, parce que c'est une chose qui m'a touché et je voudrais qu'elle aboutisse à un moment joyeux et partagé. C'est au moment où est né les gilets jaunes. Certains sont là, et je veux les saluer au passage, et j'étais attentif à ce mouvement, et en même temps, je me disais, mais où sont les syndicats? C'est des problèmes de coût d'essence, on ne peut même pas réussir à faire un plein d'essence pour aller bosser, payer des impôts, ça devient complètement surréaliste. Mais j'étais très en recul parce que je ne comprenais pas pourquoi les syndicats ne faisaient pas le travail qu'il fallait pour qu'on réduise ces prix-là. Et puis, j'ai vu passer de cette revendication qui me touchait à une attitude absolument révolutionnaire, c'est-à-dire que ces personnes qui, pour la plupart, n'étaient jamais allées manifester d'aucune façon, avaient traversé la rue, se mettaient sur des ronds-points, fabriquaient des cabanes, des barbecues, manger ensemble, se rencontrer, et puis tout d'un coup a fleuri une fraternité. Et j'ai dit, mais alors là, il se passe quelque chose. C'est formidable. C'est vraiment quelque chose de l'humain qui arrive. Et je suis allé sur un rond-point pour rencontrer ces copains-là qui me rendaient un espoir en leur demandant, mais pourquoi dans tout leur discours, dans toutes leurs revendications, j'entendais jamais le mot culture. Et je les ai invités à venir et aux universités populaires et même en inventer, puisqu'ils ont fabriqué ici une conférence sur le référendum d'intérêt citoyen. Et le théâtre a été plein de ces copains qui, pour beaucoup, n'avaient jamais mis les pieds dans un théâtre. Parce qu'ils pensaient que le théâtre, ça ne les regardait pas, que c'était réservé à un cercle de privilégiés, qu'ils y allaient peut-être s'y emmerder, je ne sais pas, en tout cas, ils n'y venaient pas. Et ils sont rentrés dans ce théâtre. Et si d'ailleurs quelqu'un de ses amis veut venir ici pour dire quelque chose sur cette aventure, puisque je vois qu'il y a des copains qui ont fabriqué des ateliers d'écriture pour justement écrire un spectacle sur l'aventure des Gilets jaunes. Je leur laisse le micro pour conclure. Si quelqu'un veut venir parler de ça? Oui? Voilà. Alors, parce qu'au bout d'un moment, ils sont venus travailler, réfléchir, et un de mes amis, auteur dramatique arménien, m'avait envoyé une pièce qui s'appelle Le Dernier Bouffon. Et je me dis, cette pièce, ça serait formidable si on pouvait la faire interpréter par des copains gilets jaunes.
Et j'ai parlé à ses copains qui se réunissaient, et on a fait une lecture ici de la pièce avec 30 copains qui ont décidé, alors que le théâtre, ils n'avaient jamais pensé que ça pourrait déboucher sur quoi que ce soit, et ils ont écrit, ils sont venus lire cette pièce. Et ils ont aimé cette pièce, mais une dame boudait à la fin, et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui vous chagrine? Elle m'a dit, écoutez, moi, la pièce, là, quand elle finit, ben, ça recommence. Et j'ai dit, oui, c'est peut-être la lucidité, ça, mais pourtant, c'est de l'être lucide. Et puis je me suis souvenu d'une aventure qui s'est passée avec Léo Ferré, mon compagnon de route ici sur le Toursier, puisqu'on l'a ouvert ensemble, et qu'il a toujours été là pour soutenir et défendre ce théâtre. Et il venait pour la première fois dire dans ce théâtre un texte qui s'appelle « Il n'y a plus rien ». D'ailleurs, je le dirai symboliquement au moment de ce concert. Et à la fin du concert, il dit « Il n'y a plus rien, nous aurons tout dans 10 000 ans ». Moi, j'avais 30 balais. J'ai dit « Oh, 10 000 ans ». Ah, il me dit « Ouais ». Le lendemain, il refait... Le lendemain, il refait son texte. Il dit, il n'y a plus rien. Nous aurons tout. Il me regarde. Demain matin. Et alors j'ai dit à cette dame, écoutez, écrivez la fin de l'histoire. Finissez la pièce. Venez avec 200 gilets jaunes à la fin de ce spectacle avec un poète sur le dos qui viendra dire « Nous aurons tout demain matin ». Et ouais, pourquoi pas? On aura tout demain matin. Et donc, l'histoire, en fait, elle se poursuit et c'est à ma camarade que je salue pour son courage et son endurance de le finir. Merci de conclure ce moment avec mes camarades. Alors, nous sommes des Gilets jaunes, nous avons disparu, la preuve, on est là. On n'est plus dans les médias, la preuve, on est là aussi. Parmi nous, il y a des gens qui ont du mal à lire, à écrire, mais parmi nous, il y a aussi des gens qui sont avocats, enseignants, médecins, soignants, j'en passe, même des gendarmes, même des policiers, parce que nous sommes des gens comme les autres. Et nous sommes simplement des gens qui en avons eu assez à un moment donné, soit de manifester, soit de dire oui, il faut faire ci, il faut faire là, ça serait mieux ainsi, ça serait mieux comme ça. Donc c'est vrai que nous sommes allés sur les camps, comme nous a allègrement détruit à coups de pelleteuses et d'incendies, donc nous n'avions plus aucun abri. Il reste à ma connaissance sur la région 5 ou 6 camps de Gilets jaunes qui ont eu la chance d'avoir des terrains privés pour s'installer. Et heureusement que des personnes comme toi nous ont accueillis pour continuer à travailler. Et la seule chose que je voudrais vous dire, c'est que non, nous ne sommes ni des violents, il y en a. Nous ne sommes ni des pacifistes, il y en a. Nous sommes des gens comme vous et moi, et nous continuerons. Par rapport à la pièce, c'est vrai que nous avions constaté que c'était l'histoire d'un roi qui était déchu parce que ceci, parce que cela, et puis il était remplacé par un bouffon. Nous, on ne veut plus de mots, on en a ras-le-bol du blablabla. On nous a fait le grand débat et ça va continuer. Là maintenant, on nous fait le coup de ceci et de cela, à commencer par la fameuse opération de Madame Schiappa qui parle ainsi de nous les femmes.
Il y a un moment donné où il faut dire, il y en a marre. Alors c'est vrai qu'on vous fait penser que c'est très dangereux d'aller sur les manifestations et de dire oui, ils ne sont pas là à leur place, etc. et ça suffit. Moi, ce que je déplore, c'est qu'il y a vous, les gens de la santé, vous, les gens qui sont les pompiers, les enseignants, etc. On ne vous demande pas de venir avec nous, de perdre votre identité, mais de manifester tous ensemble. C'est tout ce que l'on demande. Parce qu'il faut montrer qu'il y a quand même dans ce pays près de 70% des gens qui rejettent ce qui est en train de se passer. Tout simplement. On ne vous demande pas de faire des manifestations sur des kilomètres et des kilomètres, mais de venir de temps en temps. Et ce qui s'est en train de se passer aussi, c'est que c'est vrai que nous sommes en train de terminer la pièce, parce que nous sommes en train d'écrire, et que nous prenons aussi tous les témoignages. Nous parlons avec des mots de gilets jaunes. C'est parfois graveleux, c'est parfois aussi très dur, parce que c'est la vie, parce que nous vivons dans la vraie vie. Merci. Merci, pardon d'avoir été un peu long. Je vais immédiatement laisser la place à nos camarades. Si vous voulez rejoindre le plateau, merci à vous pour votre patience. Et vous pouvez signer la pétition en ligne pour soutenir la grève de la faim en tapant pétition Tourski.